Sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal, voici les principaux titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la procédure ayant conduit à son adoption à la révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Une décision qui relance le débat institutionnel et pourrait redessiner le calendrier politique du Sénégal. Les députés du parti PASTEF accusent le chef de l'État d'un reniement de plus. Ils se disent convaincus que le recours va être rejeté. Et puis, plus de 48 000 tonnes sont actuellement en stock sans trouver un acheteur. Les agriculteurs et exportateurs du riz local font face à d'énormes difficultés liées à la mévente du riz local et appellent plutôt au secours. Et puis, l'hivernage 2026, nous y sommes déjà. Les riverains de l'avenue Blaise Diagne sont inquiets. Les travaux liés aux Jeux Olympiques sont toujours en cours et ils redoutent déjà d'éventuelles inondations, comme chaque année d'ailleurs. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Je vous le disais en titre, après plusieurs semaines de vives controverses autour de la révision de la Constitution, le dossier connaît un nouveau rebondissement alors que le président Bassirou Diomaye Faye avait finalement choisi de soumettre le texte au peuple pour un référendum. Il vient de saisir le Conseil constitutionnel pour contester la procédure ayant conduit à son adoption par l'Assemblée nationale, une décision qui relance le débat institutionnel et pourrait même redessiner le calendrier politique du Sénégal. C'est un récit de Mame Sokhna Dramé. La réforme constitutionnelle qui a profondément divisé la classe politique et les juristes ces dernières semaines entre dans une nouvelle phase. À l'origine des débats, plusieurs dispositions du projet de révision de la Constitution avaient suscité des interrogations sur leur conformité à la procédure parlementaire. Face aux critiques et à la sensibilité du sujet, le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé son choix de donner la parole aux Sénégalais à travers un référendum, estimant qu'une réforme aussi importante devait être tranchée directement par le peuple. Mais avant cette consultation populaire, le chef de l'État a décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Selon le récépissé de dépôt, le recours porte sur une présumée violation de la procédure de révision constitutionnelle de la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin dernier. Le président de la République demande aux 7 sages de constater les irrégularités qu'il estime avoir entaché le processus. En raison de l'urgence invoquée, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 8 jours pour rendre sa décision, conformément aux dispositions de la loi organique qui régit son fonctionnement. L'avis des juges constitutionnels sera déterminant. Il permettra de savoir si la procédure suivie est conforme au droit ou si elle devra être reprise avant toute poursuite du processus de révision. Au-delà de cette bataille juridique, c'est l'avenir institutionnel du Sénégal qui se joue. La décision du Conseil constitutionnel pourrait non seulement fixer les règles du référendum annoncé, mais aussi influencer durablement le climat politique, dans un contexte où le dialogue entre les institutions et les acteurs politiques reste plus que jamais déterminant pour la stabilité démocratique du pays. En plus bref, les députés du groupe parlementaire PASTEF, les Patriotes, accusent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de renoncer à son engagement d'organiser un référendum en choisissant de saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du projet de révision de la Constitution. Dans une déclaration, les parlementaires estiment que le chef de l'État ne peut saisir le Conseil constitutionnel d'un recours portant sur une loi de révision constitutionnelle qu'une fois l'ensemble des étapes de la procédure définitivement achevées, ils se disent convaincus que le recours sera rejeté. Et puis parlons aujourd'hui de cette rencontre. Il est venu représenter le président de la République. C'est le Premier ministre Al-Amin Senghor. Al-Amin Lo. Il a présidé l'ouverture du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, FORAS, qui est organisé à Dakar. Face aux acteurs du secteur venus de plusieurs pays africains, il a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à renforcer les mécanismes de financement en faveur des femmes et des populations vulnérables. Il a également annoncé la mise en place des textes nécessaires au démarrage des bourses de sécurité sociale en cohérence avec les ambitions de l'agenda 2050. C'est un compte rendu de Sira Béatrice Nyon et de Mohamedou Fallousek. Coopératives, mutuelles,
Groupements de femmes et de jeunes venus de plusieurs pays africains se sont réunis pour réfléchir aux défis et aux perspectives de l'économie sociale et solidaire, considérée comme un levier de développement inclusif sur le continent. Représentant le président de la République, le Premier ministre Al-Amine Lo a plaidé pour un renforcement des financements accordés aux femmes par les institutions de microfinance. Dans mes fonctions anciennes de responsable de la Banque centrale, 2 chiffres m'avaient frappé. Les femmes dans le secteur de la microfinance avaient une part importante de dépôt, mais la part des crédits donnés aux femmes était inférieure à la part qu'elles représentent dans les dépôts dans les institutions de microfinance. Comment comprendre que les dépôts soient nombreux de la part des femmes en pourcentage et que ce qui leur est prêté est largement inférieur à ce qu'elles déposent? Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Al-Amine Lo a également rappelé que les projets inscrits dans l'agenda 2050, notamment les filets sociaux, visent à améliorer la protection des populations les plus vulnérables. À ce titre, il a annoncé la mise en place des textes devant permettre le démarrage des bourses de sécurité sociale. Il y a des bourses de sécurité familiale que nous donnons au Sénégal. Un petit montant certes, mais qui doit pouvoir bénéficier d'une structuration par les microfinances. On ne peut pas aider indéfiniment des personnes en leur donnant une bourse de sécurité familiale. Il faut que ces bourses de sécurité familiale soient domiciliées dans les institutions de microfinance qui structurent pour les personnes bénéficiaires des projets de développement, de sorte qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ils puissent ne plus avoir besoin de cette bourse. Il faut également développer le financement participatif et c'est un appel que je lance aux banques centrales africaines. Ce forum continental est organisé par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire en partenariat avec l'association du FORAES. 23 employés en CDI ont été licenciés pour de prétendues mesures économiques au Grand Théâtre National sans que les procédures de préavis prévues par la loi ne soient respectées. Saisi par le collectif des agents licenciés au Grand Théâtre National, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu un jugement le 1er juin 2026. L'institution culturelle a été condamnée à verser une indemnisation globale de 250 millions de francs CFA à répartir entre les employés. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Oumoulatire. Félicité Oumoulatire Gueye. 23 employés en CDI ont été licenciés pour de prétendues mesures économiques sans que les procédures de préavis prévues par la loi ne soient respectées. Baïfal revient sur son mise en frigo. Le gouvernement a promulgué le Djoubal Djoubanti. Mon constat est que c'est faux. Moi, j'ai été mis au frigo parce que tout simplement, je disais la vérité. Ils veulent réduire le personnel dès leur prise de fonction et mettre leur militants, ce que je déplorais. Ces agents incombent la faute au DG qui, ce dernier, a recruté que les gens de PASTEF. Ils ont renvoyé la majeure partie du personnel. Au début, c'était des départs négociés avec comme proposition des sommes colossales. Les agents ont refusé. C'est là qu'il a mis des policiers devant la porte. Ils ont renvoyé la majeure partie du personnel. Au début, c'était des départs négociés avec comme proposition des sommes colossales. C'est anormal qu'on licencie 24 personnes et les remplace par d'autres pour des fins politiques. C'est anormal. C'est ça qu'on exige, qu'on les réintègre immédiatement, sans délai. Après, ceux qui veulent partir, qu'ils partent. L'institution culturelle a été condamnée à verser une indemnisation globale de 250 millions de francs CFA, certaines sources évoquant jusqu'à 280 millions à répartir entre les 23 employés. On est allé en justice et nous avons reçu gain de cause. Maintenant, ce qui nous reste, c'est qu'on nous donne notre. Là-dessus, on interpelle le président Diomaye, lui qui prône la rupture, à limoger le directeur général du Grand Théâtre. Malgré ces accusations, nous sommes allés à la rencontre du DG du Grand Théâtre qui, selon ses dires, 3 agents ont décidé de partir en recevant leur dédommagement. L'institution culturelle a fait appel en déposant un recours et attendent la juridiction. Sans lui, dans la vallée du fleuve Sénégal, les agriculteurs et producteurs du riz local font face à d'énormes difficultés liées à la mévente du riz local
Plus de 48 000 tonnes de riz sont actuellement en stock sans trouver un acheteur, une situation qui a incité la colère des producteurs qui indexent les autorités étatiques. Je vous propose de suivre la réaction de leur porte-parole. Il s'appelle Aliou Sall. Il est joint au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. Mais nous, aujourd'hui, on organise un meeting agricole pour notre survie. Aujourd'hui, on est en train de souffrir. Je dis que voilà 3 campagnes qu'on a une situation de mévente. En 2025, on a fait 303 000 tonnes de paddy. C'est une récolte record, une production record avec des rendements de 6,7 tonnes à l'hectare, soit 187 000 tonnes de paddy, soit 187 000 tonnes de riz blanc. L'hivernage 2025-2026, on a fait une production de 142 000 tonnes, soit 85 000 tonnes de riz blanc. Cette contre-saison où nous sommes, où les récoltes ont commencé, nous attendons une production de 284 000 tonnes de paddy, soit une production de 176 000 tonnes de riz blanc. Ça fait globalement 448 000 tonnes de riz blanc, soit 729 000 tonnes de paddy. Je veux dire globalement 448 000 tonnes de riz blanc, soit globalement une valeur estimée à 156 milliards 891 millions. Vous voyez, c'est une masse financière importante. Toutes les importations se chiffrent à peu près à 300 milliards. Ça veut dire qu'on a plus de la moitié de 300 milliards en souffrance au niveau de la vallée. Interrogé sur le sujet, Momar Ndao de Ascosen, il est le président de l'association des consommateurs du Sénégal, Ascosen. Il estime que les mécanismes établis par l'État du Sénégal pour la commercialisation du riz de la vallée du fleuve Sénégal doivent être accompagnés par une sensibilisation des populations qui utilisent le riz de l'extérieur au détriment de celui de la vallée du fleuve Sénégal. Momar Ndao, président de l'Ascosen, joint au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'État a décidé de passer à la vente du riz local en mettant même un système de quotas que les importateurs doivent respecter pour pouvoir être autorisés à importer de manière naturelle. Tout cela pour un peu pousser la vente du riz local. Bon, il faut savoir que malheureusement, il n'y a pas une bonne promotion pour le riz local, d'une part. Mais la deuxième chose, c'est que aussi, il faut dire que le système de commercialisation n'est pas très performant. À un moment donné, des questions de créer une société qui serait constituée des différents commerçants sur place, mais malheureusement cette société n'a jamais fonctionné. L'idée c'était de faire la promotion du riz local. Nous pensons qu'il faut que les consommateurs consomment le riz local. Il faudrait que l'État travaille à ce que le prix soit le plus accessible possible, parce qu'aujourd'hui le riz local ne peut pas concurrencer le riz non parfumé, brisé 100% compte tenu du prix un peu élevé. Et pour cela, il faut que l'État puisse aider un peu, subventionner d'une part la production locale afin de permettre des prix beaucoup plus compétitifs. Le mécanisme, il est déjà en place. Il faut que l'État veille à ce qu'il soit respecté, parce qu'aujourd'hui, l'État a demandé à toutes les structures qui, d'une manière ou d'une autre, consomment beaucoup de riz, comme les casernes, etc., de pouvoir consommer en principal donc du riz local. À ce moment-là, on n'aura pas de problème. Et puis, face à la prolifération des sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement, le ministère de l'Industrie et du Commerce tire la sonnette d'alarme. Les autorités mettent en garde contre les risques sanitaires liés à ces produits, annoncent un renforcement des contrôles sur l'ensemble du territoire national. C'est un compte-rendu d'Abdoussar. Le ministère de l'Industrie et du Commerce alerte sur la vente croissante de sachets d'eau et de boissons fabriqués clandestinement sur plusieurs marchés et circuits de distribution informels. Selon le communiqué, ces produits sont fabriqués en dehors de tout
cadre réglementaire et présentent plusieurs risques pour la santé. Ils peuvent être contaminés par des bactéries, des virus ou des parasites, être conditionnés dans des mauvaises conditions d'hygiène ou encore être produits avec de l'eau non traitée et des matières premières non conformes. Le ministère souligne également l'absence de traçabilité de ces produits. La consommation de ces sachets d'eau et boissons peut provoquer des troubles digestifs graves, des intoxications alimentaires ainsi que des maladies hydriques comme la diarrhée, la typhoïde ou le choléra, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables. Face à cette situation, les autorités recommandent aux consommateurs d'acheter uniquement des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de fabricants identifiables. Elles invitent également le public à vérifier les informations figurant sur les emballages et à signaler tout produit ou point de vente suspect aux services compétents. Le ministère annonce enfin le renforcement des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Les produits non conformes seront retirés du marché et les personnes impliquées dans leur fabrication ou leur commercialisation s'exposent à des sanctions pouvant aller de la saisie des produits aux poursuites judiciaires. Et puis à la gare des Beaux-Maraîchers, les conducteurs des véhicules 7 places sont au cœur du transport interurbain sénégalais. Entre baisse des revenus, hausse des charges d'exploitation et vétusté du parc automobile, ces chauffeurs expriment leur ras-le-bol face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Toutefois, ils se disent favorables au projet de renouvellement du parc automobile porté par le gouvernement et qu'ils considèrent comme une avancée majeure pour moderniser le secteur du transport et améliorer les conditions de travail des acteurs. Un reportage signé Khalifa Babakar Fall et Cheikh Tidiane Sène. À la gare des Beaux-Maraîchers, principal point de départ du transport interurbain, la tension est palpable. Les chauffeurs de véhicules 7 places expriment leur profonde colère face à la prolifération des garages clandestins qu'ils accusent de fragiliser leurs activités et de créer une concurrence déloyale. Les véhicules qui ne sont pas du tout autorisés à faire du transport interurbain prennent des clients en dehors de la gare. À cause de cette situation, les voyageurs reviennent de moins en moins ici rejoindre. À cause de cette situation, les voyageurs viennent moins en moins ici à la gare routière, ce qui impacte fortement notre activité. Autre sujet de préoccupation, le maintien des tarifs du transport. Les conducteurs rejettent la responsabilité de la non-baisse des prix, estimant que cette situation est liée à plusieurs facteurs qui échappent à leur contrôle, notamment le coût de l'exploitation et les charges du secteur. Les tarifs actuels ne nous permettent pas de travailler dans de bonnes conditions. Même lorsqu'il y a une baisse du prix du carburant, nos charges restent très élevées. Prenons l'exemple de la liaison Dakar-Diaré. Le prix du transport est de 3500 francs CFA et une fois les différents frais déduits, il nous reste très peu. Nos coûts d'exploitation demeurent vraiment trop importants. Malgré ces difficultés, les chauffeurs affichent leur disponibilité à accompagner l'État dans le processus de renouvellement du parc automobile. Ils considèrent cette réforme comme une étape importante pour moderniser le transport interurbain et améliorer la sécurité des usagers. Les Hyundai sont confortables. Nous soutenons le projet de renouvellement du parc automobile. Nous avons déjà déposé tous les documents nécessaires. Nous attendons désormais de pouvoir récupérer nos véhicules. Entre inquiétude et espoir, ces professionnels lancent un appel aux autorités. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures idoines pour lutter contre les garages clandestins, assainir le secteur et garantir de meilleures conditions de travail dans l'intérêt des transporteurs comme des voyageurs. Et l'hivernage 2026, nous y sommes déjà. Les riverains de l'avenue Blaise Diagne sont très inquiets. Les travaux liés aux Jeux Olympiques de la jeunesse sont toujours en cours et ils redoutent déjà d'éventuelles inondations, comme chaque année d'ailleurs. Notre reporter Angelina Gomis y a fait un tour. Je vous propose de suivre son reportage. Autrefois animée, l'ambiance est devenue morose sur l'avenue Blaise Diagne à cause des travaux des Jeux Olympiques. Des canaux bouchés ici, des commerçants traumatisés par l'hivernage.
là-bas. Avec les travaux en cours et des canaux d'évacuation souvent obstrués, il faut s'attendre à des risques importants cette saison. Nous sommes ici en plein cœur de Dakar, sur l'avenue Blaise Diagne. Il est donc indispensable que les autorités prennent rapidement les mesures préventives. Franchement parler, il ne faut même pas croire que ça va créer des inondations. On le sait très bien. Même avant les travaux, ça a inondé. Les eaux restaient ici. 72 heures maximum, les eaux stagnaient ici, ça ne bougeait pas. La circulation, ça n'allait pas. Mais là, avec l'approche de l'hivernage, avec les canalisations qu'on a bouchées, là, on risque d'avoir des inondations. Sous le couvert de l'anonymat, se déplacer dit souffrir psychologiquement et craint le pire. Si, ça va créer des problèmes parce que les eaux usées, ça fait environ 8 mois, les eaux usées sont là. On a appelé ONAS, tout et tout, pour qu'ils viennent dégager ça. Rien du tout. Tu as vu, il y a même des moustiques qui dégagent dedans, tu as vu. Nous, tous les jours, on verse un maximum 5 bouteilles d'eau de javel, juste pour pouvoir respirer. La lenteur du démarrage des travaux en serait la véritable cause, selon ce commerçant. Ces travaux, ils auraient dû être lancés bien plus tôt. Il faut le reconnaître. Le rythme des travaux n'est pas toujours régulier. Laissés à eux-mêmes, les riverains réclament plus de considération et interpellent l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, afin qu'il procède au plus tôt au curage des canalisations. Ce reportage d'Angelina Gomis met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo où l'épidémie d'Ebola continue de se propager et les zones les plus touchées par le virus sont aussi celles où la faim progresse plus vite. Les Nations Unies viennent de publier leur dernier bulletin de situation sur la question et dressent un constat préoccupant. L'aide alimentaire peine à suivre les besoins sur le terrain. À mesure qu'Ebola progresse, la situation se dégrade sur le terrain. En Ituri, 2 zones de santé sur 3 sont désormais touchées par le virus et c'est là justement que la faim frappe plus fort. Le plus fort, plus d'1,15 million 000 personnes y sont en insécurité alimentaire aiguë. L'épidémie perturbe les marchés locaux, les importations ralentissent, les circuits d'approvisionnement se fragilisent, les prix montent pour les ménages déjà les plus vulnérables. L'accès à la nourriture devient de plus en plus difficile. Et puis en France, malgré sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme avec port d'un bracelet électronique pour détournement de fonds européens, Marine Le Pen a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Sa condamnation n'est pas définitive puisqu'elle a annoncé ce pourvoi en cassation, ce qui lui permet de lancer sa campagne sans bracelet électronique et en restant présumée innocente, une stratégie qui n'est pas sans risque. Et nous irons au Moyen-Orient où, après des tirs imputés à l'Iran contre 3 navires dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine y a frappé plus de 80 cibles dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juillet. Les États-Unis ont aussi annoncé le rétablissement des sanctions contre le pétrole iranien. En réponse, Téhéran, qui a promu une action décisive, dû avoir frappé les bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Les 2 parties s'accusent mutuellement de nouvelles violations du protocole d'accord. À présent, c'est la page sportive. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor le matin sur Solo Média. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fadam Benyai. Bonjour à toutes et à tous. Le défenseur sénégalais central, Sadibou Sané, s'engage avec Monaco. Oui, vous l'avez dit, l'Olympique, en tout cas, dirait-on, l'équipe de Monaco, le défenseur central qui a quitté FC Metz pour rejoindre l'AS Monaco, donc rejoindre son coéquipier, Lamine Camara. Est-ce qu'il va rester au Monaco ou pas en attendant de voir la suite de la situation, puisque le mercato vient déjà donc de commencer
âgé de 22 ans. Donc, sachez que Sadibou Sané s'est engagé avec le club de la Principauté jusqu'en juillet 2031. Auteur de 23 participations et de 2 buts en Ligue 1 lors de la saison passée, donc 2025-2026. Sadibou Sané est transféré pour un montant estimé à 10 millions d'euros. Le Sénégalais Sadibou Sané Bolus inclut un renfort décisif de choix pour Monaco, qui mise aujourd'hui sur le potentiel du jeune footballeur sénégalais pour les années à venir. Eh bien, cette fois-ci, nous parlons de la Coupe du Monde 2026 avec surtout le football. Fatou Abdoulaye, sachez que la Coupe du Monde se poursuit toujours. Les affiches des quarts de finale sont connues. Nous y reviendrons. Mais sachez qu'hier, l'équipe de l'Argentine a décroché son ticket qualificatif pour les quarts de finale, après avoir donc fait une remontada face à l'équipe égyptienne des Pharaons d'Égypte, pourtant qui menait 2-0 sur le score avant la 80e minute, avant d'être donc renversé par l'équipe de l'Argentine. Eh bien, sachez que l'Argentine a su bénéficier d'une individualité exceptionnelle de Lionel Messi, celui donc que aujourd'hui l'on appelle le GOAT, Lionel Messi, LM10 comme on l'appelle, a porté l'Argentine sur ses épaules et continue d'écrire l'histoire de cette nation, en tout cas de la plus belle des manières. Lionel Messi, Pape Maguedba est revenu sur cela. S'il a manqué un penalty et connu une première période compliquée, Lionel Messi a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Le capitaine de l'Argentine a été le grand artisan de la spectaculaire remontée de l'Albi Céleste face à l'Égypte. Victoire 3-2 après avoir été mené de 2-0. C'est lui qui relance les siens avec une passe décisive pour Cristian Romero avant d'égaliser quelques minutes plus tard d'une frappe magistrale sous la barre transversale. Au coup de sifflet final, très ému, l'octuple ballon d'or n'a pas pu retenir ses larmes et a été porté en triomphe par ses coéquipiers, symbole du soulagement des champions du monde en titre. Cette rencontre permet également à Lionel Messi d'entrer un peu plus dans l'histoire. À 39 ans, avec 204 sélections et 125 buts sous le maillot argentin, il porte son total à 21 réalisations en Coupe du Monde, un record absolu. Il devient aussi le premier joueur à marquer lors de 6 matchs consécutifs en phase à élimination directe du mondial. L'attaquant de l'Inter Miami établit toutefois un record moins enviable en devenant le premier joueur à manquer 2 pénaltys au cours d'une même édition de la Coupe du Monde, après un premier échec face à l'Autriche en phase de groupe. Enfin, Lionel Messi a été désigné homme du match pour la 4e fois en 5 rencontres dans ce mondial, après ses prestations face à l'Algérie, l'Autriche, le Cap-Vert et contre l'Égypte en 8e de finale. Une nouvelle démonstration qui confirme son rôle central dans la quête d'un nouveau sacre mondial de l'Argentine. À chacune de ses prestations, Lionel Messi repousse un peu plus les limites de l'imaginable. Au vu de ses performances exceptionnelles, certains en viennent même à se demander si la Pulga est un simple être humain ou simplement un phénomène du football. En sport, la marque des grands joueurs, ils sont capables de renverser un match à n'importe quel moment de la situation du match. Je le disais tout à l'heure, bien... pays africains ou équipe africaine. Hier, c'est ce qui a manqué malheureusement à l'Égypte. 2-0 jusqu'à la 80e minute. Comme d'habitude. L'Égypte assurait le match et avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ce match. Et malheureusement, je pense que l'Afrique... il a été renversé, les Pharaons ont été éliminés dans les ultimes minutes de ce match. C'est la 80e minute, de la 80e à la 90e minute. C'est là le problème de l'Afrique. C'est là le problème des pays africains. Je pense qu'ils doivent faire en tout cas un sommet pour pouvoir réfléchir sur ça, essayer de mobiliser tout. Il reste que le Maroc. Que le Maroc. Comme pays africain aujourd'hui. Bon, est-ce que le Maroc est pays africain? En tout cas, de l'autre côté, ils disent qu'ils ne représentent pas l'Afrique. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Maroc est dans le continent africain. Elle reste toujours donc dans la carte africaine. Alors sachez que le meilleur gagne. Pour l'instant, les quarts de finale Fatou Abdoulaye vont donc démarrer demain. Aujourd'hui, c'est une day off, comme on l'appelle. Eh bien, pas de match, pas de compétition de la Coupe du Monde. Demain, la France jouera face à l'équipe marocaine. Ce sera donc un match qui se jouera à partir de 20h. Eh bien, toujours le vendredi, l'équipe de la Belgique jouera contre l'Espagne.
pour se disputer un ticket en demi-finale avant donc Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse, puisque c'est la Suisse donc qui s'est qualifiée hier en quart de finale. Et pour finir avec le volleyball, cette fois-ci en beach volley, la délégation sénégalaise U18 de beach volley est bien arrivée aux Pays-Bas. C'est donc où elles prendront part au championnat du monde de U18 de beach volleyball. Dès ce mercredi, donc aujourd'hui, ce matin même, cette paire constituée de la jeune Khadi et Ami Diop entreront à lice avec les matchs de qualification. Une étape très décisive pour bien sûr accéder à la phase de poule de la compétition. Nous reviendrons sur les résultats. Eh bien, bonne chance à cette paire de l'équipe nationale du Sénégal. Tout à fait, bonne chance. Merci beaucoup, Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. La saisine du Conseil constitutionnel du président de la République sur la révision constitutionnelle est au menu des quotidiens. Diomaye Faye relance la polémique en saisissant le Conseil constitutionnel renchéri sur le quotidien. Le président de la République a officiellement saisi le Conseil